La pensée de Saint John Henry Newman, chapitre 1, sa vie, suite. L'autorité de Newman, chef reconnu du parti tractarien, se rehaussait du prestige dont il jouissait depuis plusieurs années déjà en tant que prédicateur et se fortifiait de l'intense conviction des sermons qu'il prononçait, soit le dimanche après-midi dans l'église paroissiale de Sainte-Marie dont il avait été nommé curé en 1828, soit dans la chaire même de l'université devant l'élite des professeurs et des étudiants d'Oxford. L'idée générale des tracts se retrouve ici. Les empiétements de la raison sur le domaine de la foi, mais exprimés comme l'imposaient les circonstances avec plus de discrétion et de pieuse gravité. Les témoignages abondent qui nous rapportent le succès étonnant de la prédication de Newman, qui nous décrivent l'attrait qu'exerce sur tous ceux qui l'écoutent cet homme frêle, pâle, à la voix monotone, mais d'une musique presque surnaturelle, qui évoque le charme de ses analyses psychologiques, sa foi contagieuse en la révélation et en la réalité du monde invisible, son mélange de timidité et d'ardeur, de sympathie avec toutes les angoisses du sentiment et d'inflexible sévérité, cette réserve passionnée qui entraînait l'auditoire hors du tiède conformisme, qui lui montrait que le christianisme est incompatible avec le souci des biens du monde, qui lui signalait les dangers de la sécurité d'âme et la nécessité même de l'inquiétude. Les années 1837 et 1838 voient l'apogée du pouvoir de Newman, de la fascination plutôt qu'il exerce sur tout Oxford. Son influence se manifeste non seulement sur les idées religieuses des jeunes undergraduates, mais encore sur leur mentalité générale, même sur leur moralité, dont le ton n'avait jamais été aussi élevé. Newman était de leur part l'objet d'un véritable culte. Le moindre de ses propos leur était une sorte de diamant intellectuel. La plupart d'entre eux considéraient comme un symbole de leur foi la formule de W.G. Ward, Credo in Newmanum. Un certain malaise ne tarda pas à se manifester chez les autorités d'Oxford et les suspicions, non seulement des rationalistes mais aussi des évangélistes, s'aggravèrent. Les sermons insistaient de plus en plus sur l'insuffisance à tous égards de l'Église établie. Les traités que venait de publier Newman sur l'office prophétique de l'Église en 1837 et sur la justification par la foi en 1838 essayaient de définir dogmatiquement l'esprit nouveau et de l'ériger en système. Le ton des tracts surtout qui s'efforçait de rattacher l'anglicanisme à l'Église primitive, de creuser une via media qui conduirait l'Église d'Angleterre à l'Église du Christ, qui tentait d'établir un compromis entre le jugement individuel et l'autorité de la tradition, devenait de plus en plus catholique romain. Le tract 90, paru le 27 février 1841, dépassa la mesure. Newman entreprenait d'y démontrer que les fameux 39 articles en lesquels les protestants voyaient comme la forteresse de l'anglicanisme pouvaient très bien être interprétés à la lumière de la primitive Église et n'étaient nullement incompatibles avec la vérité et le dogme catholique. Une clameur d'indignation s'éleva. On accusa Newman d'être un traître qui avait posé sa mine et qu'on venait de surprendre en train de faire sauter l'établissement vénéré. On ne voulut voir dans son argumentation qu'une ruse déloyale. L'évêque d'Oxford lui-même, sans aller jusqu'à demander le désaveu et la suppression du tract, demanda que la série ne fût pas continuée. Newman céda. Surpris de tout ce tumulte, il ne s'en affligea point et se retira dès l'été de 1841 à Littlemore, hameau situé à environ 3000 d'Oxford, qui était une dépendance ecclésiastique de la paroisse de Sainte-Marie. Il allait y demeurer 4 années,
entouré seulement de quelques disciples, dans le recueillement ascétique et la prière. Tandis que les censures épiscopales se faisaient de plus en plus nombreuses, il reprit avec acharnement ses études historiques. La via media qu'il avait rêvé de tracer avait été une chimère, a paper faith, une foi sur le papier, et loin de se rattacher à l'Église universelle, l'anglicanisme, il en était maintenant convaincu, n'était qu'une hérésie pure et simple. Si poignante et odieuse même que lui fut l'idée de s'éloigner définitivement d'Oxford, Newman résigna sa cure de Sainte-Marie le 18 septembre 1843 et quelques jours après, le 25, prononça son sermon d'adieu sur la séparation des amis. Il venait, disait-il, de passer le Jourdain et de commencer sa triste route. Il quittait tout ce qu'aimait son cœur et tournait son visage vers une terre étrangère. Les 2 années angoissées qui devaient encore s'écouler avant que Newman abjurât l'anglicanisme furent consacrées en grande partie à des recherches historiques, et en particulier à la composition d'un important ouvrage sur le développement de la doctrine chrétienne. De même, en effet, que c'était l'étude des pères qui l'avait induit à condamner l'Église anglicane, ce fut l'examen approfondi de l'évolution du dogme catholique et par là même la révélation de l'identité foncière du catholicisme d'aujourd'hui avec le catholicisme primitif qui l'amenèrent lentement et contre son gré pour ainsi dire à se soumettre entièrement à ce dogme. 10 ans avant Darwin, Newman avait saisi une des pensées maîtresses du XIXe siècle, le principe de l'évolution, et l'appliquait audacieusement à la théologie. Au lieu de défendre seulement le principe d'autorité comme il l'avait fait jusqu'alors, en l'appuyant sur la tradition historique, il le fortifie en outre d'une haute conception scientifique. Au reproche principal que les protestants formulaient contre l'Église de Rome d'avoir introduit tant d'innovations, donc de corruption, dans le culte primitif, Newman répond qu'il y a dans tout organisme vivant un principe de croissance et que les changements qui s'y produisent ne sauraient être considérés comme des perversions, mais des assimilations seulement, l'état final demeurant intégral, identique à l'état originel, et qu'ainsi le catholicisme romain d'aujourd'hui, si différent en apparence du catholicisme primitif, n'en était que le développement normal, que la croissance légitime. On conçoit la nouveauté de cette argumentation qui réconciliait ainsi les prétentions de la papauté avec les exigences de la critique moderne, qui combinait l'ancienne croyance en une révélation absolue avec les lois historiques et scientifiques, qui enfin énonçait dès 1845 la théorie hardie de la relativité des formules dogmatiques. De plus en plus sensible à la force convaincante de ses idées à mesure qu'il avançait dans la composition de son ouvrage, Newman l'interrompit brusquement, et se contentant d'un post-scriptum qui est un décisif acte de foi. Il fit mander à Littlemore un religieux qu'il connaissait, le père Dominique, et fut reçu par lui dans la communion romaine le 8 octobre 1845. La conversion de Newman, si prévue qu'elle ait été, produisit dans Oxford l'effet d'une catastrophe. Un certain nombre de ses amis abandonnèrent avec lui l'anglicanisme. D'autres qui l'avaient suivi jusqu'à présent reculèrent. D'autres encore, comme son frère, F. W. Newman ou Anthony Froude, se retranchèrent dans un haut irrationalisme ou, comme Mark Pattison, dans un scepticisme définitif. Rares furent ceux qui, comme Pazzi, ou, pour des motifs différents comme Keble, ne bougèrent pas, et tout Oxford accompagna d'un regard navré, jusqu'au tournant de la route, celui qui partait volontairement pour l'exil. Newman, au contraire, venait enfin, en entrant dans l'Église romaine,
véritable mère des âmes comme il l'appelle, de trouver le repos. Le catholicisme lui parut, avec sa continuité historique et sa durée même, avec son imposante organisation extérieure d'autre part, la seule forme défendable de la vérité révélée. Il y vit une réalisation éclatante de l'idéal qu'il s'était fait de l'Église en tant que royaume divin sur la terre, comme une confirmation même, au double point de vue historique et philosophique, de la thèse qu'il avait défendue jusqu'alors avec tant de ferveur.